Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Babacar Justin Ndiaye. Moussa Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir de nouveau bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes analyste politique et spécialiste des questions militaires. 23 juin 2011, 23 juin 2013, 2 ans exactement que se sont déroulées les manifestations devant les grilles de l'Assemblée nationale. Lesquelles manifestations qui ont abouti au retrait du projet de loi qui devait instaurer un ticket à la présidentielle et à l'élection du président de la République avec 25% des suffrages. Faites-vous partie de ceux qui pensent que le 23 juin a été l'événement déclencheur de la défaite de Wade? Oui, mais ça c'est quand on analyse sous l'angle des effets subsidiaires. Mais moi, ce que je prends en compte et ce que je mets en relief, c'est que le 23 juin a été un mouvement, un vigoureux mouvement de salubrité institutionnelle. Dans ce sens que nous avons sauvegardé la République et nous avons assuré le salut de nos institutions, nous avons assuré leur pérennité et nous les avons placés dans une perspective qui a été particulièrement dynamique car quelque temps après on s'est retrouvé avec une alternance à la tête de l'État dans une ambiance particulièrement pacifique, sans vandalisme, sans violence dans la rue. Alors pour moi, c'est la leçon majeure qu'il faut tirer de cette date également, majeure du point de vue de notre histoire politique. Bon, nous n'avons pas de Bastille, nous n'avons pas pris la Bastille, mais encore une fois, nous avons fait œuvre de salubrité institutionnelle, donc de défense et d'illustration de nos institutions. C'est ce que je retiens. Naturellement, un mouvement de cette ampleur ne pouvait pas ne pas déboucher sur des ondes de choc sur le terrain électoral. Oui, justement, comment comprendre que le trait politique Wade, celui-là même qu'on surnommait Ndiombor, le rusé, ait commis une erreur qui allait aboutir à sa perte quelques mois plus tard? Ah, vous savez, les dérives institutionnelles, les erreurs politiques ont des origines parfois obscures et sombres. Il y a des moments où je me demande même s'il ne faut pas psychanalyser. Parce que quand même, le président Wade, incontestablement, était un homme politique doué et roué. J'ai l'habitude de dire que le président Wade était plus malin qu'une tribu de singes, à lui tout seul. Et son parcours politique, son vécu politique, sa trajectoire politique, tout cela l'a bien démontré. Mais là, il a fauté. Il a fauté, peut-être. Et comment le comprendre? Ah, vous savez, comme dit l'autre, les génies commettent des erreurs géniales. Peut-être qu'il a commis une erreur géniale. L'actualité, Babacar Justin Ndiaye, c'est aussi la question de la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale. Vous, que pensez-vous de ce débat? J'ai envie de vous réciter la leçon de Paul Valéry. Ouvrez les guillemets. Une alliance politique est la rencontre de deux arrière-pensées. Autrement dit, nous sommes dans une situation où les calculs et les manœuvres politiques sont inévitablement à l'ordre du jour. Alors, pour me résumer, dans cette affaire, ce qui est gênant, c'est qu'on est en face. On est en face, si vous voulez, d'une loi moche. Ah oui? Oui. Laquelle loi? La loi Sadengay? Oui. Elle est moche? Moche. Qu'est-ce que vous le faites dire? Elle est moche parce qu'à un moment donné, elle a été, si vous voulez, une arme odieuse. Et en tant que loi de portée personnelle, ce qui est quand même gravissime, parce que la loi doit avoir une portée générale, en tant que loi de portée personnelle, ciblant Macky Sall à l'époque, alors c'était quand même quelque chose comme une hérésie scandaleuse. Toujours est-il qu'elle reste une loi? Oui, bien entendu, une loi, même scélérate, est une loi. Alors on l'abroge, on l'enterre, il faut trouver une solution, ou on la maintient. Dans tous les cas de figure, elle est là, comme une loi, comme vous venez de dire. Mais encore une fois, je répète, on est en face d'une loi qui est moche, mais également on est en face d'un combat mené avec des armes louches. C'est-à-dire la loi est moche, mais les armes qu'on utilise pour la combattre aussi sont louches. Soyez beaucoup plus clair et précis. En fait, le mandat du président de la République, il fait débat, il fait polémique. Mais le problème, c'est que
à la base de la polémique, autour de la polémique, au devant de la polémique, à l'arrière de la polémique, on a des arrière-pensées. Bon, il n'y a rien de méchant, hein. Vous savez, les arrière-pensées sont consubstantielles à la politique. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. La loi, elle est moche, mais les armes qu'on utilise pour la combattre aussi sont des armes louches. Oui. Autrement dit, bon, ceux qui combattent cette loi ont des arrière-pensées qui sont assez politiciennes, qu'on le veuille ou non. De quelle nature, voilà. Mais de quelle nature? Mais la recherche du pouvoir. Vous pensez que Moustapha Niasse est un cardinal? Ah, mais Moustapha Niasse est un homme politique. Mais il est un homme politique parmi les hommes politiques dans l'arène politique. Donc là, on est... Il veut s'accrocher à son fauteuil, c'est ce que vous êtes en train de dire? Bon, je ne veux pas crypto-personnaliser à outrance un débat autour d'une loi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en face d'un festival de manœuvres politiques. Et c'est normal. C'est normal. Quelque part même, je peux dire que ces manœuvres politiques avaient déjà leur germe dans la coalition. Benno Bokk Yakaar. Oui, mais une coalition, c'est un conglomérat de partis. Cela veut dire aussi que c'est un conglomérat d'ambition. Et cette coalition qui était électoralement forte, tout le monde savait qu'elle était politiquement faible, intrinsèquement faible. Et aujourd'hui, il y a des signes avant-coureurs. Oui, mais l'ambition initiale de Moustapha Niasse, c'est la présidentielle, c'est le fauteuil présidentiel, pas le perchard de l'Assemblée nationale. Non, mais il faut dire que le fauteuil est un objectif. Mais les modalités d'accès sont plurielles et parfois sinueuses. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il peut atteindre la présidence à partir de l'Assemblée. Bon, vous savez, moi, je ne veux pas faire des procès d'intention de façon aussi abrupte et aussi péremptoire. Je me garderai de le faire quand même. Mais moi, je suis en train de faire une lecture politique autour d'un certain nombre de réalités politiques. Et les vérités politiques sont des vérités vieilles, anciennes et parfois même, que voulez-vous, universelles. Alors donc, encore une fois, je préfère rester énigmatique dans mon propos. La loi Sada Ndiaye est une loi moche. Les armes qu'on utilise pour la combattre sont des armes louches. D'un côté c'est moche, de l'autre c'est louche. Allez-y comprendre. Oui, je vous pose une question personnelle. Je vous en prie. Oui, est-ce que vous êtes pour le retour au quinquennat à l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, moi, mon choix, mon point de vue importe peu. Parce que moi, je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas en compétition, je n'ai pas des ambitions politiques, encore moins des ambitions présidentielles. Alors donc, vous voyez, ma réponse en tant que citoyen importe peu. C'est un observateur. Oui, je suis un peu plus qu'un citoyen. Vous dites, je suis un observateur quand même, effectivement, qui est habitué à lire les enjeux. Un observateur habitué à lire les enjeux. Bon, mais c'est le peuple sénégalais qui a le dernier mot. Dans des débats comme ça, c'est le peuple sénégalais qui a le dernier mot. On semble l'oublier du débat. On a l'impression que seuls les hommes politiques vont régler mais attention, le peuple sénégalais est représenté à l'Assemblée nationale par une centaine et quelques de députés, par une centaine de députés, donc 100 et quelques députés. Alors c'est donc dire qu'il pourra dire son mot par le truchement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aussi est là un peu pour ça. Parce qu'on ne peut pas tous les jours organiser des référendums. Parce qu'un référendum coûte très cher. Donc je crois que le moment venu, l'Assemblée nationale va trancher ce problème. Mais encore une fois, moi je fais une analyse d'alerte. Encore, je le répète, la loi est moche, mais les armes qu'on utilise pour la combattre sont louches. Mais là aussi, rien de nouveau, on est en politique. Et le silence du président de la République sur cette question vous interpelle-t-il? Bon, vous savez, le président de la République, il a ses mousquetaires, il a ses fantassins, alors qui donne l'assaut. Il tire les ficelles. Qui parle. Alors, peut-être le moment venu, lui en tant que chef des apéristes, si la nécessité fait loi, si la nécessité se manifeste, le moment venu, certainement, il se prononcera. Oui. Donc, tous les affairistes, comme vous dites, qui se prononcent sur cette question, et on les entend, ils sont contre le retour au quinquennat. Donc, vous voulez dire qu'ils sont en réalité la voix de leur maître. C'est Macky Sall qui est derrière, qui tire les ficelles. Bon, formulé comme ça, je ne l'annonce pas. Ça ne semble pas loin de dire. Oui, mais moi j'aime les formulations moins abruptes quand même, hein, parce que là c'est un peu trop abrupt. Vous auriez dit quoi? Bon, moi je dis encore une fois que dans ce débat, Macky est silencieux, mais ses mousquetaires entrent en action. C'est comme ça. Vous savez, on ne voit jamais un général donner l'assaut, porter son fusil et monter à l'assaut.
Le général ne donne pas l'assaut, c'est la troupe qui donne l'assaut. Bon, il a ses fantassins, il a ses mousquetaires. Je crois que ces gens-là sont en train de faire leur boulot. Bon, maintenant, le moment venu, peut-être, quand l'heure de vérité va sonner, alors lui, qui est le président de la République, qui est chef de parti, qui est membre éminent de cette coalition, puisqu'en politique, il y a toujours une heure de vérité qui va sonner, quand cette heure de vérité va sonner, peut-être qu'il se prononcera. À votre avis, Macky a-t-il à perdre ou à gagner dans un mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale du président? Je reviens encore à ma formule énigmatique. Il faut que vous nous éclairiez cette formule. La loi est moche, les armes qu'on utilise pour la combattre sont louches. Parce que ceux qui utilisent ces armes-là pour combattre cette loi moche ont des arrière-pensées. C'est pourquoi je dis que les armes sont louches. Parce que ceux qui les manient ont des arrière-pensées. Mais la loi elle-même aussi, vraiment, c'était une loi moche. Parce que quand une loi est de portée personnelle, au lieu d'être de portée générale, et les conditions dans lesquelles cette loi avait été, comment on appelle ça encore, votée contre Macky Sall, dans un contexte de crise politique aiguë à l'intérieur de la majorité de l'époque. Alors je dis tout ceci montre que nos institutions sont plus utilisées pour des cabales que pour, si vous voulez, la défense et l'illustration de nos acquis politiques. Malheureusement, et là c'est dommage. Et plus globalement, le sort de Benno Bokk Yakaar est-il suspendu au mandat du président de l'Assemblée nationale? Vous savez, toute coalition a son heure de vérité. Même les coalitions militaires ont leur heure de vérité, a fortiori les coalitions politiques. Hier, j'ai suivi Mahmoud Saleh qui était sur une radio de la place. Il a dit quelque chose de très fort. L'émission a été en wolof, mais cette portion de phrase a été prononcée dans un français limpide. Il a dit Benno Bokk Yakaar est la seule coalition de l'histoire politique du Sénégal n'ayant pas, donc qui ne possède pas, de socle programmatique minimal. Cela veut dire que c'était une auberge espagnole à caractère électoral pour balayer Wade. C'est pas moi qui le dis, c'est Mahmoud Saleh qui le dit. Il ne s'était pas préparé à l'exercice du pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas le programme qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était la chute de Wade. C'est Mahmoud Saleh qui parle quand il dit qu'il n'y avait pas un socle programmatique minimal. Donc cette coalition a été bâtie autour de quoi? Autour de la défaite électorale de Wade. Ce qui est politique aussi, hein, ce n'est pas un reproche que je fais à ces gens-là. C'est un combat politique, toutes les armes doivent être utilisées, ce qui compte c'est l'efficacité. Bon, mais encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, une coalition politique a son heure de vérité. Pourquoi? Parce qu'une coalition n'est pas un politique, hein, ce n'est pas un bloc granitique, comme dirait le géologue Macky Sall. Ce n'est pas un bloc monolithique. Alors, une coalition politique, encore une fois, c'est une auberge espagnole, c'est un pot pourri, c'est une sorte de bouillabaisse, de ratatouille. Alors donc, tout y est mêlé, Macédoine. Alors, à telle enseigne qu'il va sans dire qu'un de ces 4 matins, alors ça va voler en éclats. Surtout quand l'heure de vérité va sonner. Et l'heure de vérité, c'est l'horizon électoral. L'heure de vérité se situe dans l'horizon électoral. Autrement dit, dans un an, avec les locales. Dans un an, avec les locales, ça va être un premier test de la solidité ou de la fragilité de cette coalition. Et dans 5 ans, alors l'heure de vérité avec grand V, grand H et grand V, alors cette heure de vérité ne manquera pas de sonner. Et en ce moment, vous verrez ce que vous verrez. De toutes les façons, déjà, il y a des signes avant-coureurs. À la limite, même je me demande si cette coalition n'est pas appelée à être caduque sous peu. Ah oui. Ah oui, parce que le président de Réumi, en l'occurrence M. Idrissa Seck, lui, il porte en bandoulière ses ambitions. Sans aucun camouflage. Bon. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, que d'avoir des ambitions. Bien au contraire. Il est même facilité par la situation particulièrement décrite par Mahmoud Saleh. Quand il dit qu'il n'y a pas de socle programmatique minimal, ce qui veut dire qu'Idrissa Seck a les coups des franches. C'était une coalition électorale, les élections sont derrière nous. Il a droit à la parole, il a droit à la critique, et il en use d'ailleurs assez efficacement, Idrissa Seck. Alors, et je suis sûr qu'il a aussi son schéma de travail. Chacun d'entre eux a son schéma de travail. Je vous disais tout à l'heure, je vous citais tout à l'heure Paul Valéry, en vous disant qu'une alliance politique, c'est la rencontre entre 2 arrière-pensées. Une alliance politique, synonyme de coalition politique. La rencontre entre 2 arrière-pensées. Déjà, les pensées sont difficiles à lire et à déchiffrer. A fortiori, les arrière-pensées. Même pour lire une pensée, c'est difficile. Les arrière-pensées sont encore plus opaques, plus difficiles à lire. Ce qui veut dire donc qu'on est dans une sorte de chambre noire, où la manœuvre, mon Dieu, sera des plus délicates et des plus compliquées, mais aussi des plus sévères, certainement. Et ça a commencé d'ores et déjà.
Alors, donc, une coalition comme celle-là, non seulement c'est la rencontre de deux, à la limite même c'est la rencontre de 4 arrière-pensées, parce que vous avez les arrière-pensées de Tanor, vous avez les arrière-pensées d'Idrissa Seck, qui sont devenus d'ailleurs des pensées, et qui commencent à se transformer en schéma. Tanor qui a abandonné toute ambition présidentielle. Qui vous l'a dit? Lui-même. Mais en des termes... Il a dit qu'il ne se présenterait plus à une élection présidentielle. Moi, je n'ai pas entendu ça comme ça. Je crois qu'il a parlé en des termes un peu sibyllins. Et j'ai fait exprès. Il cache son jeu. C'est un politique. Il n'est pas un curé, lui, c'est un politique. C'est un politique, Tanor. C'est un politique, et de plus en plus souverain, d'ailleurs. Alors, donc, j'en étais à cette coalition avec une somme d'arrière-pensées, les arrière-pensées d'Idrissa Seck, les arrière-pensées de Moustapha Niasse, les arrière-pensées de Macky Sall, parce que lui aussi, il est membre de la coalition, et les arrière-pensées de Moustapha Niasse. Bon, vous me direz que Benno Bokk Yakaar, ce ne sont pas simplement ces 4 partis-là, mais ces autres partis sont des partis très périphériques sur l'échiquier politique, avec un poids électoral, avec des poids électoraux respectifs très insignifiants. Oui, nous allons essayer de lire dans une boule de cristal les arrière-pensées de Moustapha Niasse, à votre avis. Mais les arrière-pensées de Moustapha Niasse sont politiques. Les arrière-pensées sont politiques. Si on parle d'arrière-pensées, c'est parce que les pensées sont enveloppées par des manœuvres. C'est à ce niveau qu'il y a des arrière-pensées. Mais sinon, l'ambition d'un homme politique, sous tous les cieux, c'est d'accéder au pouvoir. Quand on crée un parti, c'est pour accéder au pouvoir. Si c'était pour aller au paradis, on prendrait le chemin de la synagogue, de l'église ou de la mosquée. Donc les gens qui créent des partis, c'est pour aller au palais de Rome, actuellement occupé par Macky Sall. Et les arrière-pensées de Macky Sall, c'est de s'y maintenir. Ah, mais bien sûr, Laurent Gbagbo disait qu'il n'y a pas de canapé présidentiel, il y a un fauteuil présidentiel, une seule place. Tu connais un canapé présidentiel? Ça n'existe pas, il n'y a pas de canapé présidentiel, il y a un fauteuil présidentiel. Pour 4 prétendants, dans une même coalition. Voilà, donc ce qui donne du relief à ce que j'appelle le festival de manœuvre, ce qui donne du relief à ce que j'appelle la somme d'arrière-pensée. Et qui risque de sortir vainqueur de ce festival de manœuvre? Mais nous, on est en démocratie. Le Sénégal est une démocratie. Le moment venu, le peuple va trancher. Le vainqueur vaincra. Et heureusement d'ailleurs, parce que si les manœuvres politiques devaient déboucher sur autre chose qu'un scrutin démocratique, transparent et crédible, on serait aux antipodes de nos valeurs politiques, nous, Sénégalais. Parce que nous avons des valeurs politiques qui ont pratiquement forgé et façonné notre image. Nous sommes des démocrates au Sénégal, nous faisons tout pour ancrer la démocratie, et c'est ça qui d'ailleurs fait, si vous voulez, notre rayonnement international. Oui. Idrissa Seck, vous avez cité son nom, vous avez cité également le nom de Mahmoud Saleh. Il s'est trouvé que cette semaine, ce même Mahmoud Saleh, qui se trouve être aussi un proche du président de la République, est allé rendre visite à Idrissa Seck, qui est actuellement en train de prendre des positions hostiles au pouvoir. Cette visite que vous qualifiez d'ailleurs d'insolite de Mahmoud Saleh à Idrissa Seck, comment vous l'analysez? Bon, cela veut dire que impossible n'est pas politique. Impossible n'est pas politique. Cela veut dire aussi que la politique est le grand cimetière des amitiés. Ah oui. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Wari Boumediene, Ben Bella, Senghor, Mamadou Dia, et j'en passe. Donc la politique, c'est le grand cimetière des amitiés. Mais la politique aussi, c'est le grand berceau des retrouvailles. C'est ça qui est fabuleusement dialectique dans la politique. La politique, c'est le grand cimetière des amitiés, mais la politique aussi est le grand berceau des retrouvailles. Donc impossible n'est pas politique. Bon, maintenant plus sérieusement, ce qu'il faut dire, c'est que cette visite est insolite. Mais qui est Mahmoud Saleh? Et qui était Mahmoud Saleh? D'abord Alain Parfait, qui était Mahmoud Saleh? C'est lui qui avait théorisé le coup d'État, assis, courbé, debout, rampant, etc. Donc contre Idrissa Seck à l'époque. Alors, aujourd'hui, il est l'interlocuteur d'Idrissa Seck pour une conversation marathon. C'est pas pour durer la conversation. Avec pour objectif la décrispation d'après les révélations de Mahmoud Saleh lui-même. La décrispation. Mais très bien, le dégel. Il a employé le mot dégel. Décrispation, dégel. Mais très bien. Très bien. Cela veut dire que, effectivement, on a pris la mesure des événements. On est arrivé à la conclusion que Idrissa Seck pose des problèmes réels qui sont en rapport avec cette coalition, qui sont en rapport avec cette gouvernance, qui sont en rapport avec la conjoncture politique. Dans un premier temps, on avait mis en avant la nervosité, et je crois que maintenant, on met en avant la souplesse et l'intelligence. Le bon sens a prévalu. Apparemment, le bon sens a prévalu.
Mais des retrouvailles restent-elles possibles? Parce qu'on a l'impression que Idi et Macky Sall ou bien Idi et le pouvoir ont atteint un point de non-retour pratiquement. Dans le sens d'une rupture? Oui. Oh non, 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 il ne faut jamais être aussi péremptoire sur les questions politiques. Point de non-rupture, bon. Les divergences sont là. Idrissa Seck dit ce qu'il pense. Le gouvernement parfois le prend bien, parfois le prend mal, mais jusqu'à présent, en tout cas, ça tangue, mais ça pas de naufrage. Le cadre est là pour qu'ils le disent. Il y a la coalition qui existe. Il y a le président. Pourquoi il ne dit pas ce qu'il pense au président en tête-à-tête au lieu de le dire dans la presse? Mais attention, je vous ai dit tout à l'heure que la coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition bien caractérisée par Mahmoud Saleh lui-même, puisqu'il n'y a pas de socle programmatique minimal. Alors, puisque cette coalition, qui était une force de frappe électorale, a déjà atteint ses objectifs. Maintenant, on est dans la phase de l'exercice du pouvoir. Mais Idrissa Seck peut revendiquer un droit de contrôle et d'appréciation de ce qui se fait, au même titre que d'ailleurs n'importe quel citoyen. Peut-être la différence entre Idrissa Seck et vous, Idrissa Seck et moi, c'est que, comme vous dites, il est membre d'une coalition. Il a des ministres issus de son parti dans le gouvernement. Vous et moi, nous ne sommes pas membres de la coalition, nous ne sommes pas des ministres. C'est ce qui nous distingue. Mais quelque part aussi, c'est un citoyen qui a son mot à dire. Ah bon, est-ce qu'il ne parle pas au président? Je crois que si. Lui, au cours d'une conférence de presse, il a dit « j'ai dit ceci, j'ai dit ceci, j'ai dit cela au président ». Ce qui veut dire qu'il parle au président, mais à l'occasion aussi, il parle devant les micros. Autrement dit, il fait son travail d'homme politique. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on en prend acte et je crois qu'on l'accepte. Parce que la démarche de Mahmoud Saleh montre qu'on n'est plus dans une dynamique de croisade contre Idrissa Seck, mais on est dans une, comme vous l'avez dit, dans une dynamique de conciliabule. D'ailleurs, ça nous donne encore une idée plus révélatrice de la réalité politique. La politique, j'ai l'habitude de dire que ce sont les 3 C. C'est-à-dire cheminement entre confrontation et conciliation. Ou conciliabule. Cheminement entre confrontation et conciliabule. Vous avez le C de cheminement, vous avez le C de confrontation, vous avez le C de conciliabule. Alors donc c'est un peu ça. La visite de Mahmoud Saleh montre qu'effectivement la politique c'est un cheminement entre les confrontations et les conciliabules. Et je crois que l'heure maintenant est au conciliabule. Alors ils veulent un tout petit peu décrisper la situation, provoquer un dégel dans leur rapport, et je crois qu'ils ont intérêt. Parce qu'Idrissa Seck, il est le stratège de son parti, il a ses schémas de travail, je suis persuadé qu'il ne manquera pas de passer à la vitesse supérieure sous peu. Ah oui, oui, parce que lui, ses ambitions sont clairement affichées, nullement camouflées. Nullement camouflées. Et je crois qu'il n'est pas sans définir d'ores et déjà ses actes j'allais dire de travail, hein, voilà, de stratégie. Un mot sur cette commission chargée de la réforme des institutions. Partagez-vous les doutes qui planent sur cette commission? Parce qu'il se dit qu'elle risque de reprendre le travail des assises nationales parce que le problème des institutions a été pris en compte dans les conclusions des assises nationales. Moi, je vous le dis et je vous le répète. Le Sénégal n'a pas de problème institutionnel. Nous avons des problèmes de développement aigus. Au moment où nous parlons, il y a une pénurie de gaz. Au moment où nous parlons, il y a le cancer politico-militaire qui sévit en Casamance, dans un contexte où le Nord Mali est un cauchemar pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons se trompe de priorité? Non, nous avons beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit que la solidité de nos institutions est illustrée par les 3 ou 4 alternances qui ont été enfantées. Le départ de Senghor, le départ d'Abdou Diouf, le départ d'Abdoulaye Wade, de l'arrivée de Macky. Alors, même Senghor a quitté la scène politique de façon pacifique. Cela veut dire que quelque part, nos institutions étaient quelque part magnifiques et solides. Alors donc, on n'a pas un problème d'institution. Nos institutions sont d'une solidité remarquable. Bon, naturellement, tout est perfectible. Mais on peut relativiser, parce qu'on en parlait tout à l'heure de l'Assemblée nationale, où il y a un débat sur le mandat du président de la République. Oui, mais ça c'est des débats classiques. Je te dis, c'est des débats classiques. C'est l'agitation politique, institutionnelle, qui accompagne la marche d'un pays. Les institutions étaient aussi solides que vous le décrivez. Non, on allait s'en passer, non? Non, ce que je veux dire, c'est que ce débat autour du mandat n'est pas de nature à dérailler la République. Non, c'est pas de nature à dérailler. La République ne va pas quitter les rails
pour une histoire de mandat de 4 ans, de 2 ans ou de 5 ans. La République est bien assise sur les rails. Encore une fois, on n'a pas, pour moi, on n'a pas de problème d'institution. On a des problèmes de développement particulièrement urgents. Alors, maintenant, commission de réforme, oui. Heureusement d'ailleurs, les animateurs de cette commission, et le premier d'entre eux, le président Mbow, il a dit qu'il est à la quête d'un large consensus. Parce qu'effectivement, les institutions d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'une commission. C'est l'affaire aussi des partis politiques qui sont des acteurs majeurs de la vie politique. Et on ne peut rien bâtir dans ce domaine sans consensus. Donc là, je suis heureux d'entendre le président Mbow dire qu'il est à la quête d'un large consensus. Sauf que là, le principal parti d'opposition, le PDS, a décliné l'invitation d'Amadou Mokhtar Mbow. Vous savez, quelque part, le PDS est conséquent avec lui-même. Parce que, comme vous dites, cette commission, elle a des relents d'assises nationales. Et à ce niveau aussi, je crois qu'il y a lieu de dire la vérité aux Sénégalais. Parce qu'il y a eu aussi un peu d'escroquerie. Ah oui. Oui, y compris sur le plan sémantique et sur le plan politique, d'ailleurs les deux étant indissociables. Vous savez, moi, je ne crois pas aux assises. Je ne crois pas aux assises nationales. C'est-à-dire, les assises politiques, oui. Les assises nationales, non. Parce que l'emploi de l'adjectif ici pose problème. En quoi les assises sont nationales? Qui les a validées? Il y a eu un référendum. Ils vous diront qu'ils ont fait le tour du Sénégal, ils ont tenu des réunions. Mais ça n'a pas valeur de référendum. Et après, il y a eu un vrai référendum, grandeur nature, parce qu'il y a eu l'élection présidentielle de 2012. Et ce qui est frappant, c'est que les deux candidats issus des assises, en l'occurrence Moustapha Agnès et Tanor, n'ont pas été au deuxième tour. Et ce n'est pas le peuple d'Argentine qui a voté. Ce ne sont pas les Brésiliens qui ont voté. Vous me dites que les assises sont nationales. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, se reconnaissent dans les assises nationales. On va aux élections, les deux candidats issus des assises ne sont pas arrivés au deuxième tour. Ce sont les deux candidats qui avaient boycotté les assises qui sont arrivés au deuxième tour. Et c'est le peuple sénégalais qui a voté. Ce n'est pas le peuple haïtien. Alors, en quoi les assises sont nationales? C'est de l'escroquerie. On ne peut pas nier le caractère exhaustif des travaux des exhaustif, non. Là, le problème se pose maintenant sous l'angle de la pertinence. Alors là, il faut faire venir les techniciens et autres. Ensuite, il faut appliquer pour voir. Parce que quelque chose peut être pertinent sur le papier. Quelque chose peut être éblouissant sur le papier. Mais allez-y savoir ce que ça va donner dans la mise en œuvre. Le Yonou Yokouté, tel qu'il nous a été présenté par Macky pendant la campagne électorale, c'était tellement séduisant. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est fameux sur le terrain social? Je viens de vous parler d'une pénurie de gaz. Plus d'autres difficultés qui assaillent le pays. Alors c'est donc dire que moi, on ne me parle pas de documents. Les documents valent ce qu'ils valent. Je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas toujours d'accord avec Latif Coulibaly. Mais pour une fois, je suis en phase avec lui. Il a dit une fois que les documents des assises n'ont pas valeur de texte de loi. Bon, naturellement, ça tombe de la bouche de Latif Coulibaly, on est surpris. Parce que lui-même, c'était un acteur zélé des assises. Absolument. Mais il dit la vérité. N'empêche, il dit la vérité. La vérité, c'est la vérité. Oui. Maintenant, sur le refus du Parti démocratique sénégalais de siéger dans cette commission. Non, en fait, le Parti démocratique sénégalais, je vous dis, il y a des relents des assises. Certainement, ces relents d'assises n'ont pas été absents de sa posture, quelque part. Bon, mais moi, je ne veux pas parler à la place du PDS, dont je ne suis pas le porte-parole. Mais ce que j'ai entendu, un tout petit peu comme tout le monde, c'est qu'il a posé le problème en termes de courtoisie. Parce que c'est un parti qui a une adresse, c'est l'un des plus grands partis de ce pays. C'est un parti qui fait l'événement, d'ailleurs aujourd'hui à travers la traque des biens mal acquis. Donc on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas oublier son adresse, on ne peut pas oublier son siège. On retient les noms de ses dirigeants. Pourquoi la commission n'est pas allée frapper à la porte du PDS pour remettre les invitations? Voilà les problèmes qu'ils ont dit. Mais vous savez, comme on est en politique, moi je ne garantis rien du tout. Les arguments, j'en prends acte comme ça, mais allez-y savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est convaincant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais enfin. Un mot sur le rapport d'Amnesty, Amnesty Sénégal, qui est une branche d'Amnesty International. Lors de la présentation du rapport, le président d'Amnesty, Seydi Gassama, a eu à dire que Macky Sall suivait les pas d'Abdoulaye Wade concernant notamment la violation des libertés individuelles et collectives ici au Sénégal. Après, on a assisté à un tir groupé des partisans du pouvoir sur Seydi Gassama. Est-ce qu'il n'est pas allé plus loin en comparant le régime de Macky Sall à celui d'Yahya Jammeh? Quelque chose comme ça. Oui, à votre avis, est-ce qu'il est allé trop loin? Bon, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les organisations qui défendent les droits de l'homme. Ce sont des organisations qui sont habitées par une grande abnégation et qui sont utiles à tout le monde. Bon, maintenant un commentaire peut être excessif. Parce que quand même, il faut se méfier des comparaisons qui peuvent être abusives. C'était le cas avec Seydi Gassama? Oui, moi je n'aime pas beaucoup les comparaisons qui ne sont pas très didactiques.
Alors, moi, je préfère les articulations aux comparaisons, mais passons sur ça. Ce que je retiens, c'est qu'Amnesty est extrêmement utile. Et il faut respecter Amnesty International. Il ne faut pas brûler Amnesty. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut conforter Amnesty. Il faut renforcer Amnesty. Je vais vous dire pourquoi. Celui qui a sorti les meilleurs arguments en faveur d'Amnesty, ce n'est pas moi, c'est un tyran. Passez-moi l'expression Hassan II. Le roi Hassan II. Un jour, on a dit à Hassan II, et je vous rappelle que le Maroc est une monarchie constitutionnelle, à la limite une monarchie absolue. On dit constitutionnelle, mais en vérité c'est une monarchie absolue. Hassan II n'était pas un roi, c'était un monarque. Donc, un homme autoritaire, que j'admire d'ailleurs. C'était quelque part un génie politique au demeurant. Alors, on a dit à Hassan II, Majesté, qu'est-ce que vous pensez d'Amnesty International? Il a dit, Amnesty International me dérange et m'emmerde beaucoup. Amnesty me gêne beaucoup. Mais elle pourrait être utile au petit prince, c'est-à-dire à ses enfants et à ses petits-enfants. Quel visionnaire. Effectivement, il avait raison. Imaginez un coup d'état militaire au Maroc, Hassan II écarté ou tué, les petits princes emprisonnés, mais Amnesty volerait à leur secours. Pourtant, Hassan II, lui, il a emprisonné ses opposants. Il les liquidait même à l'occasion, comme Ben Barka. Mais il a eu l'intelligence et le génie de dire Amnesty International m'emmerde, mais elle peut être utile au petit prince. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, les tenants du pouvoir, ils se fâchent contre Amnesty International. Mais demain, Amnesty International pourrait voler à leur secours lorsqu'ils seront dans des geôles, ce que je ne leur souhaite pas. Mais puisque la vie politique comporte beaucoup de choses sous-strap, la vie politique comporte beaucoup d'étapes imprévisibles, et comme la politique, c'est les bons paix et les mauvais paix, vous avez les bons paix comme palais, pognon, privilèges, vous avez les mauvais paix comme prison, pendaison, privation, persécution. Alors quand on fait de la politique, on doit aimer Amnesty International. Parce que quand les mauvais paix arrivent, prison, persécution, pendaison, Amnesty sera d'un grand secours. Mais maintenant, bien entendu, quand on est du côté des bons paix, le palais, les privilèges et tout, bon, on a tendance à vouer Amnesty aux gémonies. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup Amnesty International. Oui. Vous décelez un certain manque de sérénité chez les tenants du pouvoir. Sérénité, dans quelle nature? De quelle nature, je voudrais dire? Oui, parce que là, ils ont un peu soumis ces dégassements au régime de la douche écossaise, hein, comme on dit habituellement. Il est-il groupé, je le disais tout à l'heure, à l'encontre du président de l'Amnesty International? Est-ce que ça ne traduit pas un certain manque de sérénité de nos autorités? Vous savez, quand on a des pouvoirs, quand on est au pouvoir, on a des réflexes un peu spécifiques. Alors, et dans ce cas précis, ce qui me frappe d'ailleurs, et peut-être dans le débat on y arrivera, j'ai le sentiment que Macky Sall et ses collaborateurs sont très allergiques à la critique. Excessivement allergiques à la critique. D'ailleurs, les rapports heurtés avec la presse, y compris ce qui se passe aujourd'hui et qui fait l'actualité autour du fisc, donnent une idée de leur nervosité à fleur de peau. Mais moi, je leur rappelle que quand on accepte la démocratie, on accepte toute une gamme d'emmerdements. Mais qui était plus critiqué que le général de Gaulle? Le canard enchaîné n'a jamais raté le général de Gaulle. Et pourtant, le général de Gaulle n'était pas n'importe qui. Le général de Gaulle méritait du respect. Le général de Gaulle, c'était l'histoire en képi et en uniforme. Il a libéré la France. Macky a libéré quel pays? Macky Sall, il a libéré quel pays? De Gaulle et Macky, c'est pas le même coffre historique quand même. Mais de Gaulle n'a jamais été raté par la presse française. Mais comme c'était un grand monsieur, ayant un sens élevé de la grandeur, il se gaussait même de cette presse qui l'attaquait cruellement. Le soir, quand il se retrouvait à colomber les deux églises, il croisait les jambes et il disait à sa femme Yvonne, Yvonne, passez-moi le canard. Que dit le volatile? Le volatile, c'est-à-dire l'oiseau, parce que le canard enchaîné, le canard est un oiseau. Le général de Gaulle dit, que dit le volatile? C'est-à-dire qu'il se moquait même du canard qui se moquait de lui. Alors, vous voyez, c'est cette façon d'accepter la critique. Mais ici, les gens sont allergiques à la critique. Et c'est l'occasion de dire que ce que mon petit frère, directeur du journal Libération, Yakham Mbaye, a dit hier dans un débat est particulièrement pertinent. Il a dit que le régime de Macky Sall est truffé de journalistes. Mais c'est aussi le régime qui exerce les pressions les plus inédites sur la presse. C'est l'occasion de vous dire qu'autour de Macky Sall, il y a des gens qui ont signé des chroniques, écrit des articles. Je n'ai pas besoin de citer des noms, suivez mon regard. Autour de Macky Sall, des gens qui s'occupent de sa communication, dans une vie antérieure et récente. Souleymane Diop, peut-être? Je peux ne pas citer son nom. Ils ont signé des chroniques beaucoup plus acerbes que les propos de Baragaï à l'endroit de Macky Sall. Même si je condamne fermement les propos de Baragaï. Absolument. Non pas pour leur caractère insultant, mais surtout
surtout pour leur caractère indigent. C'est-à-dire? Oui, vous savez, l'injure, c'est l'extrême pauvreté de l'argument. Donc moi, je condamne Baragaï, ses propos, plus pour leur caractère indigent que pour leur caractère insultant. Mais je rappelle encore qu'autour de Macky Sall, il y a des gens qui ont signé des chroniques très acerbes à l'endroit d'Abdoulaye Wade. Beaucoup plus acerbes, beaucoup plus odieuses que les propos de Baragaï à l'endroit de Macky Sall. Alors c'est donc dire que ce qu'il nous faut, c'est être démocrate. Être démocrate, c'est accepter la gamme des emmerdements qui accompagnent la démocratie. Parce que la démocratie aussi, c'est des avantages. Vous accédez au pouvoir sans verser le sang, sans brandir le sabre. Et vous pouvez y accéder. Parce que c'est la démocratie. Le fils du pauvre peut être président au Sénégal. Le fils du milliardaire peut être président au Sénégal. Mais parce qu'au Sénégal, ce n'est pas la plutocratie. Bon, vous me direz que l'argent joue un rôle capital. Mais encore une fois, on a vu des gens d'extraction sociale modeste qui se sont retrouvés au pouvoir. Alors, mais ça, c'est déjà des avantages fabuleux de la démocratie. Mais la démocratie aussi, c'est une montagne avec ses deux versants. Vous avez les avantages d'une démocratie, vous avez aussi les inconvénients d'une démocratie. C'est-à-dire les attaques, les critiques. Il faut les accepter. Le général de Gaulle a été critiqué. Or, il a libéré la France. Alors, mais il a accepté ça. Oui, là seulement, c'est une question de fisc, hein, d'impôts. Il faut les payer. Ah, non, entendons-nous bien. Je ne fais pas de l'amalgame. Moi, je souligne la nervosité du pouvoir par rapport à la critique en général. Sur l'impôt, je vous donnerai mon sentiment. Oui, allez-y. Mais je terminerai pour vous dire que, n'oubliez pas que c'est le canard enchaîné aussi qui a déboulonné électoralement jusqu'à Destin, avec l'affaire des diamants de Bokassa. Le canard enchaîné est allé plus loin. Il a dit que Bokassa prenait dans ses bras l'impératrice Catherine, c'est-à-dire Madame Bokassa. Pour la petite histoire, je vous raconte que en 2003, le général Cissé, représentant des Nations Unies en Centrafrique, à Bangui, m'avait invité pour une mission pour le compte des Nations Unies. On a été chez l'impératrice, l'ex-impératrice Catherine Bokassa. Et je garde un souvenir impérissable de cette visite-là à Madame Bokassa. Alors donc, c'est une façon de vous dire qu'il faut que les tenants du pouvoir aussi acceptent la critique. Mais ça n'a rien à voir avec le fisc. Hein, parce que sur le fisc, je vous donne mon sentiment. Moi, M. Edouard, je suis pour le patriotisme fiscal. Je suis pour le civisme fiscal. Les impôts, on doit impérativement les payer. On doit impérativement les payer. Et je suis d'autant plus enclin à défendre les impôts que moi-même, je suis un grand bénéficiaire de ce qu'on appelle les impôts. Et je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui je suis en train de baragouiner le français devant vous, tant bien que mal, c'est grâce aux impôts qui ont été payés. Moi, je suis un pur produit de l'instruction civique, comme on disait au temps de Gambetta et de Jules Ferry. Mes parents n'auraient pas pu me payer une scolarité dans une école catholique ou dans une école privée tout court. Donc moi, je fais l'éloge des impôts. Parce que sans les impôts, on n'aurait pas eu des écoles. Sans les impôts, on n'aurait pas eu des postes de santé. Sans les impôts, des gens de ma génération n'auraient pas été aujourd'hui devant ce micro. Donc, quelque part, vive les impôts. Mais il faut aussi qu'on pousse l'analyse jusqu'à son bout, et jusqu'à son épuisement, jusqu'à son terme. C'est que autant les impôts méritent d'être magnifiés, autant il faut dénoncer l'arme fiscale, qui est un phénomène réel. L'impôt en tant qu'épée de Damoclès existe. Ah bon? Oui, ça existe. Mais ça, c'est une réalité qui existe ici et ailleurs, sous tous les cieux. Le pouvoir en use et en abuse. Bon, je ne sais pas s'il en abuse, mais il en use. Il en use. Il en use. Alors, or c'est malsain. Mais vous me direz aussi que c'est politique. Ou en tout cas, eux, ils me diront que c'est politique. Et c'est classique aussi. Ça se passe sous tous les cieux. C'est de ce point de vue que j'ai des réserves. Mais quand il s'agit de payer des impôts, je suis pour qu'on les paye. Ouais. Voilà. Mais je rappelle encore que l'arme fiscale existe. Et on doit aussi être particulièrement attentif à l'endroit de la presse quand il s'agit de l'obligation de payer les impôts. Hein. Je ne dis même pas attentif, je voudrais dire même indulgent. Bon, ça ne veut pas dire que la presse ne doit pas payer ses impôts. Non, non, non. Les entreprises payent, la presse doit payer. Tout le monde doit payer ses impôts. Vous, moi, nous tous, nous devons les payer. Est-ce que ces entreprises de presse doivent bénéficier d'un traitement spécial vu leur rôle de service public? Oui, c'est à ce niveau que je suis un peu exigeant. Oui, parce que quand même, on devrait... Indulgent. Non, je veux dire exigeant vis-à-vis de la défense de la démocratie. Pourquoi? Parce que vous dites que la presse a une mission de service public qu'elle accomplit. Avec bonheur d'ailleurs. Si aujourd'hui nous sommes un pays en train de rayonner sur la scène internationale, si Obama vient ici, pourquoi? C'est pour saluer notre leadership démocratique. Mais notre leadership démocratique, vous pensez que c'est tiré du néant?
La presse aussi a joué sa partition. Bon, il n'y a pas que la presse, les acteurs politiques, le peuple sénégalais qui vote, le peuple sénégalais qui a ses coutumes, qui a son histoire, alors qui a ses combats. Mais aussi la presse a porté aussi ce combat sur le plan médiatique et ça n'a pas été négligent. Parce que tout le monde sait que jusqu'à une date récente, il y avait l'hégémonie politique et médiatique d'un régime sur ce pays. C'était le Parti socialiste. Je me souviens dans les années 70, on avait le journal de Bara Diouf, Le Soleil, et on avait la radio de Pati Dieye Fall. Alors, la fermeture était totale. Alors, donc, cette ouverture extraordinaire qui a favorisé l'éclosion de l'alternance et des alternances mérite d'être saluée et défendue. Et aujourd'hui, quelque part, si Macky Sall est là, c'est grâce effectivement à ce combat commun partagé par tous les Sénégalais, mais avec aussi un rôle central, ou en tout cas un rôle moteur joué par la presse. Voilà. Alors de ce point de vue, donc, je crois qu'il y a lieu de revoir la copie fiscale. Voilà. Nous allons avancer un peu, nous allons parler de la Casamance. Avec les 9 otages détenus par César Atoute Badiate. Ils étaient même 12 et il a procédé à la libération des 3 femmes qui étaient dans le groupe. Vous, le problème de ces otages-là, comment vous l'analysez? Libération des 3 femmes. Le rebelle a fait une magnifique opération de marketing politique. Ah bon? Ah oui, il libère les femmes, sexe faible, passez-moi l'expression, les femmes qui sont vénérées dans la société sénégalaise, et il garde les hommes. Bon, ça c'est du marketing politique particulièrement pensé et exécuté. Mais passons sur l'écume. Voyons les courants forts qui agitent l'eau, c'est-à-dire l'essentiel. Je crois et je vois que le président de la République et ses collaborateurs et son gouvernement ne prennent pas la pleine mesure des nuages qui s'amoncellent à l'horizon, notamment à l'horizon casamançais. Les négociations sont en cours, on nous le dit, mais en tout cas, soyons sérieux. On parle abusivement et fautivement de processus de paix. Je dis bien abusivement et fautivement, parce qu'il n'y a pas de processus de paix, c'est en panne. Ah bon? C'est en panne, ça ne bouge pas. Macky dit le contraire. Oh, dit que la paix est en bonne voie. Mais attends, le temps est le meilleur juge, nous allons voir. Moi, mon niveau d'information me permet de dire que les choses ne bougent pas. Et vous fondez sur quoi? Mais sur mes informations et sur la qualité de mes informations. Ces informations? Mais que la paix ne bouge pas. Et la meilleure illustration, c'est cette prise d'otage. Parce qu'aujourd'hui, le règlement de cette prise d'otage, d'après César Atoute Badiate, est tributaire des progrès de la négociation. Vous voyez le lien, le linkage, comme disent les Angolais, le linkage, le lien entre négociation et libération des otages. Donc bonjour le chantage. Et d'ailleurs c'est ça qui est inadmissible. Moi je préfère d'ailleurs mettre l'accent sur les otages et mettre de côté le processus de paix. Mettons l'accent sur les otages. Mais vous vous rendez compte? Comment pouvez-vous comprendre que des otages soient pris sur le territoire national, dans une région qui fait 28 350 km, un septième du territoire national, dans une zone bien localisée, les otages ne sont pas au soleil, sur le soleil, les otages ne sont pas sur la lune, et l'armée est là, l'arme au point, elle ne bouge pas. Mais je dis... Elle attend des ordres. Non, mais ce sont ces ordres qu'il faut effectivement donner. C'est pourquoi je dis que ce dossier Casamance doit être pris en charge et sérieusement pris en charge. Je reviendrai d'ailleurs sur l'agenda du président. Attendez un peu, est-ce qu'il faut utiliser la force pour libérer les otages? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Par rapport à une crise comme ça, comme celle de la Casamance, on doit avoir une doctrine militaire générale et une doctrine particulière autour de la prise d'otages. Parce que ça, c'est un phénomène nouveau. Et permettez-moi de vous dire qu'il risque de prospérer. Ah bon? Voilà une région qui connaît la guerre depuis une trentaine d'années. Le MFDC, malgré sa bravoure, malgré ses chevauchées opérationnelles, n'a jamais pu contrôler une sous-préfecture. Mais maintenant, il se sert des otages pour avoir un périmètre et élargir ce périmètre en traçant des lignes rouges. L'armée ne doit pas venir là, il faut élargir le périmètre. Vous savez, le 4 juin passé, une délégation est allée à la rencontre de César Atoute Badiate. Dans cette délégation, on avait Robert Sagna, on avait Demba Keïta, qui sert d'interface entre l'appel de Genève et la Casamance. On avait Madame Elisabeth Decré-Warner, qui est la présidente de Geneva Cool, appel de Genève. On avait Philippe Bogard, qui est le conseiller politique de Madame Elisabeth. Alors, tous ces gens sont allés à la rencontre de César Atoute Badiate. La discussion a tourné autour, effectivement, du champ de déminage, du nombre de bases que le MFDC doit avoir, et des bases qui doivent être des bases sécurisées,
c'est-à-dire contre lesquels l'armée ne doit pas mener une action, et tout ceci au nom du déminage, ce qui n'est pas mauvais, parce que nous avons signé les accords d'Ottawa sur le déminage. En 1997, on les a paraffés en 1998. On les a, comment on appelle ça encore, ratifiés en 1998. Ouais. Donc le Sénégal a des engagements au niveau des mines antipersonnelles. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais là où j'ai des réserves, c'est quand le MFDC veut utiliser les otages pour élargir son territoire libéré, entre guillemets. Alors l'armée ne doit pas venir là, l'armée ne doit pas venir là, la ligne rouge doit être déplacée. Et voilà un État qui semble baisser la culotte et qui semble accepter. Je dis non. Je dis non. Maintenant, je reviens sur la doctrine. On prend des otages en Casamance, on se réfugie en Guinée-Bissau, action diplomatique vigoureuse. On fait comprendre au gouvernement de Guinée-Bissau que nos services secrets ont localisé les rebelles sur le territoire bissau-guinéen. Ramenez-les au Sénégal, sinon nous allons prendre des mesures appropriées. Une action diplomatique vigoureuse, si les otages sont là-bas, on les ramène sur le territoire sénégalais. Si c'est du côté de la Gambie, on fait la même chose. Mais si les otages sont sur le sol sénégalais, on ne peut pas avoir des unités d'élite comme le GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie. On ne peut pas avoir une unité d'élite comme le PGN, escadron de parachutistes de la gendarmerie nationale. On ne peut pas avoir une unité d'élite comme la BIP. On ne peut pas avoir les CRAP, commandos de recherche et d'action en profondeur chez les parachutistes et chez les commandos, et rester comme ça, l'arme au pied, face à une poignée de rebelles, gardant illégalement des innocents. Mais ce serait au risque de péril des otages. Hein. Mais un État assume ses responsabilités. Oui. Moi, je suis pour la doctrine de Poutine, je suis pour la doctrine des Algériens, je suis pour la doctrine d'Israël. Si vous prenez des otages en Israël, l'armée fonce. Et met en péril la vie des otages. Mais alors, mais sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? Chaque fois que l'MFDC voudra faire avancer sa cause, il prendra des otages. Et l'État continuera à baisser la culotte jusqu'à quand? Mais sinon, bientôt la Casamance sera libérée par l'MFDC, avec la multiplication des prises d'otages. Je prends des otages, je dis que l'armée ne doit pas venir à Niassia, comme à Kidal. Bon, l'armée recule. Le lendemain, je prends des otages, je dis l'armée ne doit plus rentrer à Bignona, sinon je tue les otages. Mais dans cette lancée, où allons-nous? Je reviens à la doctrine de fermeté. En Israël, si vous prenez des otages, l'armée fonce, ça passe ou ça casse. Il y aura de la casse chez les militaires, il y aura de la casse chez les otages, mais il y aura de la casse surtout chez les preneurs d'otages. Et après la phase opérationnelle de l'armée, le Mossad entre en action, les services secrets israéliens. Le père du preneur d'otages liquidé, le grand-père du preneur d'otages liquidé, sa tante liquidée, soit par des accidents, soit par des empoisonnements, mais le Mossad fait son travail. Ou éradication totale. En Tchétchénie, si vous prenez des otages, Poutine il fonce. Et après aussi, le KGB, disons son successeur, le FSB, entre en action, parachève le travail. En Algérie, on l'a vu à une amenace. On applique là-bas la doctrine Lamari, du nom du général Lamari qui commandait les forces spéciales et qui est décédé. Vous prenez des otages en Algérie, l'Algérie fonce. Et en Algérie, c'était plus délicat, parce qu'ici, on est entre Sénégalais. Mais à une amenace dans le sud algérien, vous aviez des Norvégiens, vous aviez des Américains, vous aviez des Français. Il y a eu des pressions diplomatiques. L'armée algérienne a dit non, moi je fonce. Mais comparaison n'est pas raison. Doucement, hein. L'armée a foncé. L'armée a foncé. Et quand les otages ont voulu fuir avec les 4x4, les hélicoptères de l'armée algérienne sont entrés en action pour allumer les 4x4. Les otages morts, les preneurs d'otages morts, les Américains morts, les Norvégiens morts. Mais vous allez voir, ils ne vont plus répéter ça. Ils ne vont plus répéter ça. Donc, il faut la méthode forte. Mais que voulez-vous? Maintenant, vous voulez que le GIGN fabrique de futurs muezzins dans les mosquées de la banlieue, âgés de 70 ans? Quand on s'engage au GIGN, c'est pour devenir invalide, éclopé, blessé, ou bien décoré à titre posthume dans son cercueil. Personne ne les a obligés à être membres du GIGN. Ils auraient pu être receveurs à la SOTRAC, devenir Dakar Demdik. Mais quand vous prenez des engagements, allez jusqu'au bout de votre engagement. Moi, je ne peux pas entretenir des unités d'élite comme ça. Mais quand les FNL, les Kanak, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste en Calédonie, du temps de Jean-Marie Tijibaou, ils ont pris des otages dans la... Mais là, Macky a privilégié la solution politique. Mais la solution politique, jusqu'à quand? Elle est en train de faire ses preuves, hein, la solution, parce qu'elle a abouti à la libération des 3 otages. Non, avant, il y avait les soldats qui ont été libérés. Non, même... Ah oui, mais dans quelles conditions? Vous ne connaissez pas les dessous de cartes. On a manipulé. Il y a eu de la manipulation. Santé Judio voulait entrer dans le dossier. Des intermédiaires ont demandé à Salif Sadio de multiplier les opérations militaires. Parce que quand les opérations militaires se multiplient, il y a mort, il y a prisonniers de part et d'autre. Alors, on a manipulé. Salif Sadio a multiplié les opérations militaires, il s'est retrouvé avec 8 soldats.
Alors c'était la condition sine qua non. La libération était liée à l'entrée en lice de Sant'Egidio. Y a-t-il eu rançon ou pas? Je ne le crois d'ailleurs pas, parce que je crois que c'est Yahya Jammeh qui les a libérés, c'est pas Sant'Egidio, c'est les personnes d'autres. Oui. Pour quelqu'un qui connaît la nature du régime gambien, on ne peut rien faire en Gambie sans l'aval de Yahya Jammeh. Mais j'en étais encore sur les otages pour illustrer mon point de vue. Oui, rapidement. Rapidement. Je vous dis que est fini et dans les années 90, les Kanaks avaient pris en otage dans une cuvette, dans une grotte à Ouvéa des Français. Mais immédiatement de la métropole, c'est-à-dire de la France, le 11e choc, qui est basé à Calvi, c'est un bataillon de parachutistes. Le GIGN de France, le commando Hubert de la Marine nationale sont entrés en action. On a libéré les otages. Moi, je ne peux pas former un GIGN, former une BIP, former des commandos de CRAP, les garder ici, l'arme au pied, et ces gens deviendront demain des muezzins à Pékin. Ah non, 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 non. Oui. Pendant ce temps, une poignée de... Non, 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 non. Oui, nous allons avancer un peu. Le président Macky Sall a dit que ce qui se passe au Nord Mali était impensable au Sénégal. Vous, est-ce que vous irez jusqu'à comparer la situation au Mali avec celle qui prévoit en Casamance? Non, 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 non. C'est-à-dire il faut nuancer. Le président a raison de dire que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer les deux situations. Par exemple, lui, il met en avant l'aspect religieux de la crise. Il a raison. Ce n'est pas le même degré de porosité qu'on a entre le Sénégal et le Mali. Voilà. Par rapport à l'islamisme, par rapport à l'intégrisme, apparemment, le Mali est beaucoup plus vulnérable. Je dis bien apparemment, parce que sur ces choses-là aussi, il ne faut pas être catégorique. D'autant plus que la crise au Mali n'a pas qu'une dimension religieuse. Elle a aussi une dimension géopolitique et même géostratégique. C'est beaucoup plus compliqué là-bas. Mais moi, à la place de la comparaison, je préfère l'articulation. L'articulation. C'est-à-dire que ce qui se passe au Nord Mali, du point de vue des effets contagieux, pourrait nous pénaliser. Oui, 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 parce que c'est la carte qui commande en géopolitique. Je le dis et je le répète, si vous regardez la carte, après l'indépendance de l'Érythrée, après l'indépendance du Sud-Soudan, si les Français, et ils s'entêtent, si les Français accordent un statut spécial à Kidal, et c'est le but de l'opération Serval, la France a son agenda qui n'a rien à voir avec l'agenda de la MISMA, encore moins l'agenda de la CEDEAO. C'est pourquoi d'ailleurs on a eu le tort de suivre les Français au Mali comme des moutons de Panurge. Il va sans dire que le Sénégal a de bonnes raisons d'intervenir. Mais je rappelle aussi que la France et le Sénégal n'ont pas le même agenda au Mali. Nous défendons notre territoire. Le Mali est considéré comme une sorte de glacis pour nous. Mais les Français, eux, ils vont redessiner la carte institutionnelle du Mali. Ils vont reconfigurer le Mali. On aura une formule bâtarde du type confédération, fédération, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ils sont déterminés à donner au Nord Mali un statut spécial. Ah bon? Oui, oui, je vous le dis. Non. Vous pensez que les Français sont intervenus là-bas pour les beaux yeux des Bambara? Non, ils ont leur agenda. Et ils sont en train de le dérouler, d'ailleurs, ouvertement et fermement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sans gêne. C'est pas un agenda caché? Or, si jamais ils donnent un statut spécial au Nord Mali, ça va compliquer le dossier Casamance. Parce qu'au moment où je vous parle, vous avez des responsables du MFDC qui suivent de très près l'évolution de la situation au Mali. Il y a l'un d'eux d'ailleurs qui a créé un cabinet conseil dans un pays du Sahel. Un grand responsable du MFDC basé en Europe vient de créer un cabinet conseil dans un pays du Sahel. Et il l'a transformé en observatoire du Mali. Tout ce qui va se décider au Mali sera ultérieurement décisif pour la Casamance. Ok. Ça, je vous le dis. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas suivre les Français comme des moutons de Panurge dans le dossier malien. D'autant plus que le Mali est devenu aujourd'hui un véritable cauchemar. Et les schémas qu'on applique au Mali sont des schémas effrayants. Parce qu'aujourd'hui, l'accord de Ouagadougou, vous savez ce qu'il dit? L'armée malienne, si elle doit entrer à Kidal, elle doit être accompagnée et escortée par des forces étrangères. C'est comme si on nous disait, si l'armée sénégalaise doit entrer dans Bignona, il faut que des troupes brésiliennes l'accompagnent. Est-ce que Macky Sall accepterait ça? Est-ce que nous, les Sénégalais, nous accepterions ça? Alors, c'est vous dire donc que, par rapport au Mali, nous devons faire montre d'une grande vigilance et surtout surveiller le jeu français. Parce que si les Français reconfigurent institutionnellement le Mali, les ondes de choc vont se diffuser en Casamance. Voilà, un mot sur l'affaire Kukoy Samba Sagna, mort au Mali plus précisément, quelques semaines après la décision des autorités de l'extrader. Un mort sur la conscience de Macky Sall? C'est plus compliqué, c'est plus grave, c'est plus navrant que ça. Parce que le gouvernement a commis une série de fautes, un faisceau de fautes. Oui, oui. Kukoy ne devait pas être extradé. Kukoy, en 1981, il a été la cheville ouvrière de la mort de dizaines de soldats sénégalais dans l'opération Fodé Kaba 2.
diriger une insurrection armée en Gambie qui devait déboucher sur un coup d'État. L'armée sénégalaise, pour des raisons géostratégiques, était intervenue. Parce que la Gambie, ce n'est pas un pays voisin, c'est un pays dans le ventre du Sénégal. On l'oublie, la Gambie n'est pas un pays voisin. C'est un pays dans l'estomac du Sénégal. Donc Abdou Diouf avait de bonnes raisons géopolitiques d'intervenir. Abdou Diouf intervient, il y a eu hécatombe dans les rangs de l'armée sénégalaise. Donc Koukoy est responsable. Quand un homme provoque des hécatombes dans les rangs de l'armée, alors cet homme-là, une fois au Sénégal, je me demande comment il a osé revenir au Sénégal, une fois au Sénégal, on doit l'arrêter et le juger. Si vous provoquez la mort de soldats français, si vous provoquez la mort de soldats américains, de citoyens américains, qu'ils soient en uniforme ou non, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes traqué et si vous êtes arrêté, vous êtes emprisonné. Le grand terroriste argentin Carlos, il avait tiré sur un commissaire de la DST à Paris. Les Français l'ont pourchassé jusqu'au Soudan. Ils l'ont enlevé, aujourd'hui il purge une peine à perpétuité en France. Mais comment comprendre que Koukoy Samba Sagna ait acquis la nationalité sénégalaise? Donc la première faute, c'est qu'il ne fallait pas l'expulser sur le Mali. Il fallait l'arrêter et le juger au Sénégal, le condamner, mais aussi le soigner. Autrement dit, ne pas l'envoyer chez Yahya Jammeh. Parce que l'envoyer chez Yahya Jammeh, c'est l'envoyer vers l'abattoir. Il allait être assassiné. Donc le Sénégal ne devait pas le diriger sur le Mali. Il fallait d'abord l'arrêter, le juger pour crime contre l'armée sénégalaise, le soigner, puisqu'il était malade. Car le Sénégal est un pays où l'on respecte les droits de l'homme. On devait le soigner ici. La nationalité. Deuxième erreur, il fallait conduire une enquête pour savoir qui lui a donné la nationalité. Celui qui a perpétré un coup d'État en Gambie. Quand on perpètre un coup d'État en Gambie, c'est qu'on est gambien. Parce que moi, si je dois prendre le pouvoir en Argentine, je dois être argentin. Alors lui, il perpètre un coup d'État en Gambie. Pour devenir président de la Gambie, il affronte l'armée sénégalaise. Quelques années plus tard, il se retrouve avec une carte d'identité sénégalaise. Quelle est cette réalité scandaleuse? Quelle est l'administration qui lui a délivré ça? Ça s'est passé sous le régime de Wade ou sous le régime de Macky? Point d'interrogation. Parce qu'on n'a pas conduit une enquête. Il fallait conduire une enquête pour savoir comment ce monsieur a pu acquérir la nationalité sénégalaise. Et comment il a eu le culot de revenir ici. Parce que dans le passé, il circulait entre la Libye et Cuba. Comment il a osé revenir au Sénégal alors qu'il a provoqué l'hécatombe dans les rangs de l'armée sénégalaise? Je dis, là, les conseillers de Macky n'ont pas été à la hauteur de l'équation. Ensuite, ce qu'il y a de cocasse et de paradoxal pour terminer, c'est que Macky Sall, revenu d'Afrique du Sud, sur le tarmac de l'aéroport, il dissout le Sénat. Il menace Yahya Jammeh de ses foudres au lendemain de l'exécution de mon ami Tabara Samba. Bon, une Sénégalaise est exécutée, le président est en colère, il fait convoquer l'ambassadeur de Gambie, il menace Yahya Jammeh de ses foudres, mais c'est le même président aussi qui est allé à Canossa en acceptant d'exécuter les desiderata de Yahya Jammeh en expulsant... Il a extradé Koukoy sur demande de Macky. Non, il n'a pas extradé, il a expulsé. Parce qu'il ne l'a pas envoyé en Gambie, il l'a envoyé vers le Mali. C'était une demande de Yahya Jammeh. Ah, mais c'est évident. Parce que sinon, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Maintenant, je pourrais comprendre quelque chose. Attention, hein, le régime de Macky Sall, le gouvernement sénégalais, n'a pas l'apanage des expulsions de cette nature-là. Okay. Ah oui, dans un passé récent, la France a expulsé Pierre Mamoudou chez nous. La France avait expulsé aussi le Marocain Moumen Touri à Libreville. Mais là, en général, ce sont des vilains marchandages. Je vous donne Koukoy, vous me donnez Salif Sadio, par exemple. Du genre, je vous donne Koukoy, vous me donnez Salif Sadio. Ce qui veut dire que les deux plateaux de la balance sont en équilibre. Mais dans ce cas précis, moi, je ne vois pas la contrepartie. Oui. En tout cas, à vue d'œil, on ne l'a pas. La diplomatie sénégalaise est-elle en marche quand on voit Macky Sall siéger parmi les 8 pays les plus industrialisés au monde? Sa présence au sommet du G8, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un peu désolé. Et je vous dis ce que je pense et je vous livre le fond de ma pensée. Je crois que le président se trompe de priorité. Quand on hérite du Sénégal d'Abdoulaye Wade, au lendemain de son arrivée au pouvoir, il aurait dû se donner 3 priorités majeures. Celui qui embrasse trop est très mal. La paix en Casamance, la demande sociale qui est lancinante, plus le parachèvement du programme d'infrastructure d'Abdoulaye Wade après réajustement. Parce que ce que Wade faisait ne pouvait pas continuer. Il ne peut pas continuer. C'est pourquoi je dis parachèvement du programme des infrastructures de Wade après réajustement. Mais ça suffit. On a déjà la table bien garnie. On a déjà un agenda bien garni. Mais moi, le président de la République, président du comité des infrastructures, porte-parole du comité d'orientation du NEPAD, diplomatiquement, ça ne peut être que cosmétique. Ensuite, ça se fait au détriment des urgences qui sont ici. Il y a du travail. Quand le général de Gaulle... C'est un honneur pour le Sénégal. Non, 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 non. Vous savez, d'abord, il faut régler les problèmes du Sénégal.
après avoir acquis le pouvoir démocratiquement, c'est déjà un leadership démocratique. Maintenant, si on travaille, on traque et on travaille, parce qu'il y a aussi la traque des biens mal acquis. Si le président Macky traque et travaille à la fois, il aura des résultats probants. Ces résultats probants seront un point d'appui pour sa réélection. Ces résultats probants seront également un viatique pour le respect du Sénégal à travers le monde. Parce que ce qui compte dans ce domaine, c'est le résultat. Ce n'est pas la gesticulation. Tout le monde sait, comme dit Jean-François Dogno, vous avez les pays qui comptent, vous avez les pays qui pèsent. Le Sénégal ne pèse pas, il compte parmi les pays, mais il ne pèse pas. Dans un forum comme celui du G8, vous êtes porte-parole. Si votre bouche ne dégage pas une haleine de pétrole, on ne vous écoute pas. Le président angolais, il est moins démocratiquement élu que Macky Sall, mais aujourd'hui, il fait mieux avancer les dossiers que Macky Sall, pour la bonne raison que lui, il a son pétrole. Il a une carte qu'il joue. Donc, il ne faut pas rêver. Nous ne sommes pas dans un monde romantique. Il peut y avoir des retombées pour le Sénégal, non? Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je crois que le président, il a du travail ici. Et si ses collaborateurs étaient férus d'histoire, il lui aurait donné l'exemple du général de Gaulle. Savez-vous que de 1958 à 1962, le général de Gaulle n'est pas sorti de la France. Sauf un voyage pour voir Konrad Adenauer. Il est resté. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Algérie, il y avait le nouveau franc, il y avait la bombe atomique. Quand on a du pain sur la planche, on s'en occupe. Il a la Casamance, il a la demande sociale, il a les infrastructures. S'il s'occupe de ça pendant 3 ans, il obtient des résultats. 2 ans de diplomatie, sa réélection est presque garantie. Voilà. Merci Babacar Justin Ndiaye. Vous étiez l'invité de cette émission Opinion qui s'achève. Je rappelle que vous êtes analyste politique et spécialiste des questions militaires. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.